Bonjour, je suis Joseph. Je vous donne rendez-vous sur Télé 77 Mandembo avec les rendez-vous de Joseph Poulou. Un tour d'horizon, l'actualité socio-culturelle en France, en Afrique et dans le monde. Magazine, la suite, c'est bien sûr les législatives dans la première circonscription de Seine-et-Marne, où se présente Lionel Walker face à un baron du coin, si on peut le dire ainsi. Il a été réélu 2 fois, mais Lionel Walker, qui, comme vous le savez, l'a rencontré à 2 reprises dans les cantonales, veut faire basculer ce bastion de la droite à gauche. Et Lionel Walker est avec nous. Bonjour Lionel Walker. Bonjour à vous. Merci d'être là. Alors, comment ça avance votre campagne? Notre campagne, elle avance même en porte-à-porte avec beaucoup de marches et beaucoup de contacts avec l'habitant. Donc nous sommes en campagne depuis pratiquement le 15 décembre. Et depuis, bien, nous allons mobiliser l'électorat, lui faire comprendre tout l'intérêt qu'il a aujourd'hui à ce que cette première circonscription de Seine-et-Marne, concernée notamment par Melun, mais pas que, parce que nous avons environ 120 000 habitants, 3 cantons, et que la 23 communes. 23 communes, et que le canton en termes d'électeurs qui fait 50% de l'ensemble de l'électorat est celui de Pertan-Gâtinais, sur lequel j'ai été élu et sur lequel j'ai battu Jean-Claude Mignon en 2008. En 2008. Et on sait qu'il s'en est suivi quand même une petite bataille administrative. Vous ne craignez pas de repasser par cette case, encore une fois? Vous voulez dire juridique? Juridique. Écoutez, si mon adversaire prépare le 3e tour juridique, c'est bon signe, c'est qu'il a l'idée. Voilà, donc c'est la meilleure chose que je puisse me dire, c'est qu'il est sur ce schéma-là. C'est que moi, en ce qui me concerne, le vrai combat et le véritable le succès, c'est celui des urnes, c'est celui du suffrage universel, c'est celui des électeurs, c'est celui qui est apporté par la population. Et en général, quand on tourne en juridique, c'est qu'on a perdu la bataille principale. En tout cas, il y a un peu plus d'une dizaine de candidats sur cette circonscription qui attire quand même du monde. Mais on voit quand même des forces de gauche très dispersées là-dedans. C'est 11 candidats, c'est le chiffre moyen qu'on a partout, il y a même bien au-delà, il y a rarement moins en général. Voilà. Donc ensuite, il y a chaque force politique qui est légitime pour porter son message, si on peut dire. Voilà, il me semble que ensuite, il y a le lien entre la politique nationale et puis l'engagement territorial, qui fait qu'il y a quand même voilà, pas le même niveau de candidature, si on peut dire, sachant que de François Hollande, je suis candidat de la majorité présidentielle, de la majorité qui a donné un gouvernement dont l'objectif est de le garder, bien entendu, plus d'1 mois. Parce que si demain on a une cohabitation, si demain l'Assemblée nationale, il est évident qu'on verra les ministres qui aujourd'hui, ce gouvernement paritaire qui donne relativement satisfaction pour l'instant, et j'espère pour plus longtemps, en tous les cas, sera qu'un feu de paille. Et mon objectif, c'est conforter, et en Seine-et-Marne et à l'Assemblée nationale, le poids de la gauche, le poids d'une expérience et le portage d'une population qui sera derrière moi. Alors, qu'est-ce que vous redoutez le plus dans cette élection? Moi, je redoute rien. Rien aujourd'hui fait peur. La lecture du tableau de 2 tours de présidentielle, est-ce que vous n'avez pas quelques sujets d'inquiétude en auscultant un peu ces résultats? Écoutez, tous les signes sont aujourd'hui plutôt au vert en ce qui me concerne, ou en ce qui concerne bien la gauche que je représente, et notamment le Parti socialiste et le Parti radical de gauche. Et demain, j'en suis persuadé, celles et ceux qui à gauche n'auront pas réussi à se qualifier au second tour, mais qui, j'espère, feront un bon score quand même. Ils pourront se reporter facilement sur vous? Écoutez, on verra dimanche soir, mais aujourd'hui, d'après ce qu'on me dit, il y a pratiquement un accord général pour que le premier qui arrive en tête, les autres derrière, se mettent à ses côtés, pour faire en sorte que l'objectif principal, je vous le rappelle, c'est que pour la première fois depuis 25 ans, pas 3 fois, c'est 25 ans, cette circonscription où la ville chef-lieu préfecture, donc c'est pas rien, c'est un peu emblématique, devienne
à gauche, retrouve la dynamique de la gauche, soit dans le sens aujourd'hui des politiques d'État et qu'on puisse les décliner territorialement. Alors, non, pas du tout, tous les signes sont plutôt en vert. C'est une circonscription qui, avant qu'on ne la découpe par M. Marlex, était une circonscription, la première, qui était un rapport de force 55-45. Oui. 55 UMP, 45 à gauche. Et qui tirait de plus en plus à gauche. Donc ça ne pouvait pas durer. Les doigts de M. Marlex a fait en sorte que le nouveau découpage, avec l'intégration, la perte du canton de Savigny, la récupération du Mai, et la récupération de Melanor, faisait un rapport de force, si on s'appuie sur le deuxième tour des présidentielles de 2007, 63-37. Donc sans rien faire, le député passait de 55 à 63, et sans démériter, la gauche passait de 45 à 37 par un simple coup de ciseau. Voilà. Donc nous, notre objectif, c'est de montrer que, quelles que soient les arrière-pensées dans les coups de ciseau, on puisse montrer qu'il y a une force de dynamisation, qu'il y a une force progressiste à gauche, qui fera que, malgré ces découpages, on puisse gagner cette première circonscription. Le résultat du deuxième tour des présidentielles de François Hollande, qui a mené François Hollande effectivement en tête du pays, pas de la première circonscription. Nous, on n'est plus sur du 63-37, on est sur du 51-49, avec 1069 voix d'écart. C'est-à-dire une majorité qui, si tous les électeurs faisaient la même chose que ce qu'ils ont fait au second tour, ça ne sera pas le cas, mais si on retranspose, ça fait 540 familles d'écart, 540 voix d'écart qui basculeraient et qui feraient que la majorité basculerait. Et c'est pour ça que vous allez les chercher, comme on dit, au porte-à-porte. Depuis le 15 décembre, vous faites du porte-à-porte. Écoutez, on a fait du porte-à-porte pour la majorité pour François Hollande, ce qui a donné les résultats, il me semble, qui sont assez formidables, comme on n'avait jamais vu sur Melun, sur Damary, sur les secteurs où nous avons fait du porte-à-porte. Et nous avons fait 15 000 portes jusqu'au premier tour des présidentielles, 6 000 dans l'entre-deux tours des présidentielles, et nous en sommes aujourd'hui pratiquement, il y a encore ce soir, 40 personnes qui font du porte-à-porte. Hier, nous avons cogné en une soirée, donc quelques heures, puisqu'on fait du 6h, 8h, 20h. On ne va pas embêter les gens à 21h ou 22h. Donc on a fait quand même 1500 portes hier soir sur Melanor, à vos côtés, autour de vous, autour de cette radio. Voilà. Et pour nous, c'est à chaque fois beaucoup de satisfaction, parce que d'une part, on sent un électorat très mobilisé, qui a envie de conclure ce qu'ils ont apporté au second tour des présidentielles. Ils ont envie de transformer l'essai. Ça sera une élection en 4 tours, en quelque sorte. Pour nous, il semble qu'ils ont gagné la première. Ils ont gagné le premier tour. Ils ont gagné le second tour. On fait tout pour gagner le troisième. Et il restera 8 jours pour gagner le quatrième. Alors, comme vous le soulignez si bien, il y a quand même un électorat qui ne se mobilise pas toujours. On a peur des abstentionnistes. Les jeunes, ont-ils compris votre message? Pensez-vous les avoir touchés et avec quels outils? Écoutez, je n'ai pas aujourd'hui d'outils d'analyse pour savoir si en tous les cas les jeunes s'abstiennent plus que les autres. Je n'ai pas forcément ce sentiment. La différence, elle viendra plutôt sur l'électorat de droite ou de gauche qui se mobilisera ou qui se démobilisera, plus que sur une question purement générationnelle. Nous avons vu que dans des secteurs aujourd'hui, comme Melun Nord par exemple, où il y a une certaine jeunesse démographique, etc., ça a bien voté. Oui. Ça a bien voté. Donc je crois qu'il faut arrêter cette idée que les jeunes n'iraient pas voter, se moqueraient de tout, et les anciens qui, eux, se mobiliseraient. Qui n'iraient pas à la pêche. Voilà, voilà. Je crois que ça ne sera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Soit nous aurons un électorat de gauche qui estimera que l'essentiel est fait parce qu'on a enlevé Sarkozy, on a mis un président qui donnait une autre ambiance dans la France, une autre relation entre les gens. C'est la France de la justice, c'est la France de la solidarité, c'est la France de l'équité. C'est ces valeurs-là, en tous les cas, dans lesquelles je me retrouve. Et qui se disent qu'après tout, Sarkozy parti, l'essentiel est fait, c'est pas la peine qu'on fasse le reste. Ils se tromperaient. Ou alors, mais c'est pas impossible qu'il y en a qui raisonnent comme ça. Ou alors, ça sera un électorat de droite qui estimera qu'ayant perdu, la cohabitation, ils l'ont suffisamment dit, n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas bloquer la France aujourd'hui. Ça ne sera pas un succès si on bloque la France. Si on a un président qui ne peut pas porter les politiques publiques et internationales, et si on a une chambre qui ne peut pas être relayée par le président de la République. C'est Jacques Chirac lui-même qui l'a vendu, et cette famille politique qui nous l'a expliqué. Voilà comment elle ferait marche arrière. Et qui dirait
que parfois, bien peut-être que soit je vais voter sur un candidat de gauche qui me paraît voilà, politiquement accessible pour un électeur de droite, soit au contraire, je m'abstiens et je ne vais pas voter pour ne pas bloquer la France. Et cet électorat-là, peut-être l'électorat de l'abstention, et qui bien sûr renforcerait de toute façon le poids de la gauche sur ce secteur. Quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est pas de jouer sur l'abstention, pas plus qu'on ne joue sur une hypothèse d'un troisième candidat au deuxième tour. Hein, on ne joue pas sur le fait de gagner avec un triangulaire avec le Front National ou pas. Nous, on veut gagner dans des conditions correctes, sur les deux grands partis républicains, avec deux personnes politiquement un peu emblématiques sur le territoire, et qu'on ait un vrai combat, un vrai duel, combat politique, je dis bien, un vrai duel, un duel d'idées, un duel de projets de société, et que ça soit ça que les gens choisiront. Alors, Lionel Walker, la Seine-et-Marne, ou la première circonscription, a un grand hôpital. Vous avez, à un moment donné, manifesté pour l'hôpital 2012. Les habitants de cette circonscription sont inquiets de l'avenir de l'hôpital Marie-Jacquet. Quel pourrait être votre combat sur ce sujet? Ils ont de bonnes raisons d'être inquiets, puisque ça fait 10 ans, avec 3 députés sur Melun, qui sont dans le cadre du pouvoir qui était en place, dans la même majorité, qui n'ont pas réussi à sortir le moins de centimes pour l'hôpital, à part le dernier jour du départ du ministre, paraît-il. Voilà. C'est avec un courrier qui est signé d'un ministre qui est en train de faire ses valises, et que personne ne peut voir. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement réel, et ça, on l'attend depuis 10 ans, contrairement à Fontainebleau, où le maire de Fontainebleau, pas député, peut-être qu'il vaut mieux être maire que député, ou alors il se débrouille autrement, peut-être qu'il porte mieux. Mais le député de Melun est suppléant de votre adversaire. Et qui était député. Oui. Et lui-même était député. C'est-à-dire qu'on a eu 3 députés sur Melun. Gégaud avant qu'il soit ministre, il est devenu ministre, Millet qui l'a remplacé, Jacques Millet, et Jean-Claude Mignon qui est député de l'autre partie de Melun Sud et autres. Et avec ça, dans le territoire, on n'a pas réussi à sortir un hôpital. Quand le maire de Fontainebleau sort un financement à 50% de la reconstruction de cet hôpital, quand à Montreux, on a 40 millions qui sont sortis pour un pôle mère-enfant, et nous ici, faute d'être portés, faute peut-être des résultats d'être présents qu'une semaine par trimestre à l'Assemblée nationale, et bien on a les résultats qu'on mérite, parce qu'on ne le mérite pas, bien au contraire, dans tous les cas, les résultats des choix qu'on a pu faire dans le portage de ce territoire. Donc cette question de l'hôpital est pour moi une priorité. C'est une priorité. Vous savez, je suis le seul maire à financer aujourd'hui une politique de santé publique sur ma commune. J'ai le seul, avec ce dispensaire, le seul centre de santé municipal de toute la Seine-et-Marne. Et ça ne coûte pas plus cher qu'une école de musique, même moins cher qu'une école de musique pour 250 ou 300 enfants. Et il y a des milliers de gens qui viennent se faire soigner à des prix où il n'y a pas de dépassement d'honoraires, où par exemple les tarifs des prothèses dentaires qui sont très chers, certains, eh bien c'est le conseil municipal qui les vote, et on a des médecins qui sont fonctionnaires, mais aussi on a du privé qui est payé par acte, à l'acte, et qui donc fait des tarifs pour tout le monde. Ce qui m'amène à avoir 4 consultations de psychiatrie, 2 médecins généralistes, une infirmière, et j'en passe. Voilà. Ce travail-là, il me semble que je suis légitime à porter des discours de santé publique et être crédible politique. Voilà. Il y a un vrai choix, et qui ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas un choix d'opportunité. L'hôpital de Melun, il faut que ça soit, j'en fais une priorité de ce début de mandat. Est-ce que vous garderez l'option PPP? Alors, il n'y a pas d'option PPP aujourd'hui. On n'est pas comme à Évry. L'option PPP, c'est quoi? Partenariat public-privé, mais dans la logique d'investissement, le PPP. C'est-à-dire qu'on confie à une société privée l'investissement, et pendant des années, on lui paye le loyer. Ça donne quoi? Ça donne le grand scandale d'Évry, de l'hôpital d'Évry, où on a confié à Eiffage un hôpital qui a financé, et pas l'argent public, mais derrière, pendant 40 ans, nous allons payer 36 millions chaque année, quelles que soient les recettes de cet hôpital. 36 millions chaque année. Vous vous rendez compte? Donc là, ça, c'est même pas question de retenir au partenaire, puisqu'aujourd'hui, c'est pas un schéma qui était le schéma de... On parlait de la d'Hermitage, de la chirurgie... Par contre, sur la question du service, oui, qu'il y ait des conventions de partenariat avec le privé, ça semble
relativement incontournable, pour 2-3 raisons que je vais vous donner. On a beau rêver à un hôpital public 100%, ce n'est pas aujourd'hui d'actualité si on veut être pragmatique. Pourquoi ça ne l'est pas? C'est d'une part, c'est que la Seine-et-Marne n'attire pas les médecins. On a le plus faible taux d'engagement médical, oui. Plus faible taux d'infirmiers par habitant, plus faible taux de psychiatres, 86e département de France en ce qui concerne les médecins généralistes. Donc aujourd'hui, on n'attire pas les médecins. La deuxième raison, c'est que la France aujourd'hui, de par la politique de numerus clausus qui était menée à partir de 1971 par la droite, eh bien, fait qu'aujourd'hui, on est dans une pénurie globale de médecins. Il manque 5000 postes dans la fonction publique hospitalière. Ce n'est pas des postes qu'on a gelés par la RGPP. Ce sont des postes qui budgétairement sont inscrits, qu'on n'arrive pas à remplir, qui heureusement sont compensés par 3000 médecins venant d'étrangers, mais il en reste 2000 qui ne sont pas couverts. Donc quand on a à la fois une double pénurie, et locale et nationale, concevoir aujourd'hui un hôpital qui fonctionnerait uniquement avec les ressorts de fonctionnaires, de médecins fonctionnaires ou praticiens fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, il y a peut-être 10-20 ans c'était peut-être faisable, aujourd'hui ça ne nous semble pas pragmatique. Et plus on attendra, le déficit d'Evry amènera à sacrifier demain l'hôpital de Melun-Fontainebleau, quand on sait que celui de Fontainebleau, de Melun-Sénard, quand on sait que celui de Fontainebleau va se reconstruire, puisqu'il a un financement à 50% de sa reconstruction, 60 millions. Voilà. Alors, un combat dans le combat. Alors, quel type de député serez-vous? Arriverez-vous à mobiliser des fonds là où les 3 députés n'ont pas réussi à mobiliser des fonds? Qu'est-ce que vous donnez comme rendez-vous promesse aux électeurs de votre circonscription? Alors, je ne ferai que des promesses de ce qui m'engage moi-même. Faire des promesses pour les autres, ça m'est un peu difficile. Mais simplement, je peux vous promettre et vous assurer que dès le lendemain, quand je serai député, vous voyez, je fais comme le président quand je serai président, oui. Quand je serai député, eh bien, le premier dossier que je ferai, ça sera réunir les acteurs de la santé que j'ai déjà vus, pour voir s'ils étaient prêts à se remettre autour de la table sur un nouvel projet, effectivement, de partenariat, qui ne privilégie plus, comme aujourd'hui, le privé et le public qui en dépendraient, mais un projet de partenariat qui se ferait autour d'un projet de santé publique, avec une participation du privé. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des secteurs où les gens ne vont que dans le privé. Donc ce privé du privé, c'est pas renforcer l'hôpital public, c'est fragiliser. Par contre, amener les forces du privé, que ce soit dans la professionnalisation, que ce soit par des financements sur leur part de l'hôpital, leur part à eux, eh bien, ça vient renforcer un pôle, ça conforte la question, et il me semble qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de faire de l'idéologie, il faut... mais qu'on se donne une double priorité. Un projet rapide, faisable, et d'autre part, qu'on se garantisse l'accès aux soins pour tous. Dans le projet actuel, il n'y a plus de chirurgie publique. Voilà. Ça, c'est pas possible. Ramener vers Montreux? Non, ça c'est la nuit. Non, ouais. Il n'y a plus de chirurgie publique, ça veut dire que si vous avez besoin d'un acte chirurgical, vous n'avez pas de choix, il faudra aller que vers le privé. On dit ça, ce partenariat-là aujourd'hui, il faut le revoir pour redonner du sens public au projet qu'il y a aujourd'hui. Écoutez, Lionel Valcaire, donc je rappelle, vous êtes candidat de la gauche, c'est marqué de la gauche. Du président de la République, de la majorité présidentielle. Voilà, sur la première circonscription, on dirait presque, bon, on ne va pas soupçonner M. Barlex d'être de votre côté, mais en vous ramenant quand même la partie du Gâtinais, vous êtes un peu à l'aise là-dedans. Écoutez, à l'aise, toute élection est difficile. On partait quand même de loin. Hein, on partait d'un 63-37 dans le découpage, et à la fois le mouvement du président de la République, plus le travail qui a été fait sur le terrain, qui a amplifié ce mouvement, nous ramène aujourd'hui un score qui fait des choses qui étaient improbables, des choses possibles. Donc, rendez-vous effectivement dimanche, par une forte mobilisation, par un vote effectivement qui confortera ce que Melun-Nord et la première circonscription a voté en partie, parce que n'oublions pas quand même que la gauche a quand même un petit peu de retard,
et que j'espère bien que le mois qui vient de se passer, le travail qui a été fait, le confortement aujourd'hui de ces France que le gouvernement et le président nous préparent, nous amènera à conforter les électeurs, à se déplacer et à transformer l'essai. Bonne chance, Lionel Walker. Merci.